C'est-tu du overtraining ou c'est du under-habit? Si tu me dis que t'es brûlé, mais que tu dors 5 heures par nuit parce que tu games avec tes chums jusqu'à minuit, 1 heure, puis que tu as un training à 6 heures, c'est pas de l'overtraining. You don't take care of yourself. T'sais. Michael Follum, t'es kinésiologue et propriétaire de Fonction Optimum. En termes de volume de charge, mettons, tu dis on aime ça pousser lourd durant la saison. Ouais. Moi, les gars CFL me disaient ça. Il y a une différence entre l'intensité, fait que lever des charges lourdes, puis le volume. Tu sais, je peux lever pendant 40 minutes lourd, pas pendant 2 heures. T'sais. Le 2 heures, c'est du volume. Lever une charge de 90% de mon max, 3 séries, c'est de l'intensité. Parce qu'en plus, tu nous as amené un programme que tu m'avais dit pour les joueurs. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Tu vas host William Rochefort. Cette semaine, je reçois Michael Follum, kinésiologue, entrepreneur. Aujourd'hui, on va avoir une bonne discussion. On va parler football, mais on va aussi parler d'entraînement, encore une fois, d'encadrement, de leadership, un peu de communication. Tout ce que tu fais, en fait, comment tu prépares les athlètes, c'est un peu ça que tu fais dans ton quotidien, Mike, je comprends bien. Ouais. Je suis très excité de t'avoir sur le podcast. Sérieusement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation en passant. C'est un super podcast en passant. J'ai écouté pas mal tous les épisodes jusqu'à date. Bien entertained par tout le monde. Merci, j'apprécie. Écoute, si t'as écouté tous les podcasts, t'es au courant de la belle introduction. Voici ton intro. Michael Follum, t'es kinésiologue et propriétaire de Fonction Optimum. T'es originaire de Montréal, plus précisément de Verdun. T'as toujours été un grand sportif. Au secondaire, t'as joué au basket, au football, t'as joué au flag football aussi. Au cégep, tu quittes la maison de Montréal pour t'installer à Sherbrooke. Tu rejoins les volontaires du cégep de Sherbrooke. Avec l'équipe, tu vas gagner 4 bols d'or en 4 ans. À l'université, tu joins au Vert et Or pour 2 saisons, où est-ce que tu vas compléter tes études en kinésiologie. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, kinésiologue, fondateur de Optimum Éducation et propriétaire de Fonction Optimum. Michael, bienvenue sur La Game On. Tu m'as dit que j'allais avoir de la misère à trouver des... Est-ce que ça... C'est-tu quand même bon? Ça répond bien, ouais. Good job. Nice. Thanks, man. Mais écoute, direct en partant, je sais que tu as commencé le football assez jeune, mais tu jouais au basket avant le football. Oui, en fin de compte, moi, j'ai une Verdun, puis à Mont-Saint-Richard, l'école secondaire, le football n'existait pas encore en secondaire 1 et 2. Fait que moi, j'ai commencé en secondaire 3. Fait que j'ai quand même commencé tard versus il y en a d'autres qui commencent plus de bonne heure. Mais ouais, fait que j'ai joué au basket en secondaire 1 et 2. Puis là, en secondaire 3, nous, on était une école, dans ce moment-là, une école un peu défavorisée. Puis, les magasins Tristan, fait que le propriétaire décide de donner une donation à l'école pour partir un programme de football. No way. Puis, je me rappelais de ça parce que notre première année, tous ceux qui avaient commencé avec la première cohorte, mettons, ils nous avaient tous invités à une game des Carabins de l'Université de Montréal, toute l'équipe au complet. Puis, genre, t'es au secondaire, tu vas voir l'université, c'est comme tu tripes. Puis, on avait des casques flambant neufs, Rattle, genre l'équipement était tout flambant neuf parce que c'est un nouveau programme. Puis, fait que c'était vraiment cool, mais d'un autre côté, c'est un nouveau sport pour tout le monde parce qu'on n'a tous jamais joué. On avait je pense que c'était les Bulldogs au civil, mais les Bulldogs, c'est ici. Je me souviens plus. Il y avait une équipe civile, mais j'avais juste joué au basket quand j'étais plus jeune. Fait que je joue au basket. Puis, le foot, quand on a commencé en secondaire 3, j'ai pogné à piqûre. Fait que là, je joue au foot. Puis c'était parfait parce que le foot, c'était l'automne. Après ça, puis mon coach, c'était Servan Nazon, on va toujours m'en rappeler parce que c'est un monsieur que on va se parler une fois de temps en temps. Bien, c'est un monsieur que je respecte énormément qui nous a tout montré le football. Puis un monsieur, tu sais, un coach qui donne de son temps. Là. Fait que Servan, en fin de compte, était un bon mentor pour nous supporter dans le processus pour aller au cégep aussi. Puis, c'est ça. Fait que je commence sur en 3, 4, 5. Puis le foot à l'automne, le basket à l'hiver, puis le flag football au printemps. Fait que c'était parfait. Fait que tous les gars qui jouaient dans l'équipe de basket, dans l'équipe de flag, jouaient tout au football. Fait que, évidemment, moi, je jouais D-line. Fait que quand je tombais au flag, j'étais snapper. Fait que j'étais une poule. C'était pas moi le plus grand receveur. Puis je jouais comme rush. Fait que, à defense. Fait que, tu sais, puis comme le flag aussi venait juste d'ouvrir en même temps que le foot, qui ont versé les mêmes années, ben,
c'était souvent les mêmes gars. Fait qu'on on a roulé nos 3 années, toute la même gang, ensemble. Puis après ça, ben, je me suis joint, comme tu as dit, au cégep de Sherbrooke. Puis tu sais, en réalité, c'est qu'à la base, moi, je voulais aller en technique policière. Puis back in the days, là, on parle en 2006-2007, j'avais 3 options pour technique policière et football combiné. J'avais le cégep de Rimouski. Là, j'ai dit, toi, je viens de Montréal, là, c'est loin. Là. Ouais, Rimouski, ouais. Il y avait le cégep de John Abbott. Puis il y avait le cégep de Sherbrooke. Et là, ma première option, ben, cégep de John Abbott. C'était à côté. Certain. Fait que moi puis Servan, il vient avec moi à la rencontre, rencontrer les coachs et tout. Puis je leur dis, ben moi, je joue D-line. Puis, fait que là, il avait envoyé du tape déjà. Puis moi, je me fais dire, ben si tu veux faire technique policière, puis foot, ça se fait, mais comme c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, à la shape que t'as, comme D-line, ben tu joueras pas ici. Aïe! Fait que là, je me dis, ouf, OK, tu sais. Fait que là, je dis à mon coach, ben comme, c'est comme quasiment dead, tu sais. Fait il dit, bon, on va envoyer du tape à Sherbrooke. Puis, il envoie du tape à Sherbrooke. Finalement, ben, je fais mon choix de m'en venir à Sherbrooke. J'applique en technique policière, je suis accepté. Il faut juste passer. Je fais les tests physiques, je suis accepté. Tout va bien, je suis content. Les tests physiques, c'est au mois de mars. Fait que, tu sais, le camp est au mois de mai, avril-mai, ouais. Fait que je suis comme, OK, ben, je suis good, tu sais, mais il me reste mes tests médicaux. Là, mes tests médicaux, je suis en santé, je joue au football, je joue au flag, au basket, j'ai pas de problème. Mais là, aux tests médicaux, quand j'arrive au test de vue, j'apprends que je suis daltonien. Puis comme, c'est des contrastes de couleurs, là. Fait que, tu sais que je suis à Bécha, fait à Bécha puis à Champlain, je vois le bleu puis le mauve, là. Mais moi, je sais pas que je suis daltonien à ce moment-là parce que c'est des contrastes. Versus, il y a des daltoniens là, qui voient la vie en gris avec quelques couleurs. Wow. Fait que je le savais pas. Mais là, moi, ça veut dire que mon rêve de technique policière est terminé. Puis, j'ai été approché par des cégeps à Montréal, mais là, je viens de faire le camp à Sherbrooke. J'ai su ça en début juin là, que j'étais daltonien. Fait que j'ai fait le camp volontaire. Là, tu peux plus faire de camp parce que tous les camps sont faits. Fait que là, je suis comme, fuck, OK, ben, je m'en viens à Sherbrooke quand même. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, après ça, je me suis emmené au cégep. Puis, ben, c'est là où j'ai gagné mes 4 bols d'or. Puis, c'est ça. Fait que, je vais toujours me rappeler la première fois qu'on a gagné la demi-finale contre John Abbott. Cette année, la première année, on a gagné une demi-finale contre John Abbott. J'étais très heureux de serrer la main du coach en chef de l'autre bord. Puis notre première année au volontaire, là, quand j'étais arrivé en 2007, c'était une année assez spéciale. Là. C'est les années de genre... on a genre 6 gars qui sont partis au Roger Hart de cette année-là, des volontaires. Aïe. Puis comme on avait plusieurs 4e année, genre. Fait que comme tu sais, les D-lines, c'était toutes des vêtes, là. Fait que, mais cette année-là, on a une saison parfaite. Puis genre... Comme on a eu une saison parfaite, les recrues, on jouait toutes. À la deuxième demi, là, les recrues, on jouait toutes. Fait que moi, dès ma première année, j'ai vu le terrain. Là. Genre, à la deuxième demi, c'était des rotations. Là. Genre, tout le monde jouait à D-line. Là. Comme, on reposait nos vêtes, les recrues, on embarquait. La série d'après, c'était les vêtes. La série d'après, c'était les recrues. Fait que, comme, dès ma première... Puis ils savaient aussi que la deuxième année, toutes nos vêtes s'en allaient. Fait que c'est nous autres qui tombaient sur le terrain. Fait que c'était quand même... cool de la première année de jouer. Fait que c'était quand même très intéressant puis inspirant. Tu regardes des gars devant toi qui sont des studs. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était quand même un beau parcours. Puis après ça, comme tu as dit, je suis parti au Vert-et-Or 2 ans. Moi, je suis rentré... J'ai comme vécu la transition André Bolduc, Dave Lessard. Oui. Fait que j'ai été recruté dans la batch André Bolduc. Puis après ça, il y a eu beaucoup de changements. Fait que... Puis je me suis cassé un pied. Puis... Tu sais, j'ai jamais été le... talentueux, toujours été le hard worker. Quand tu te casses un pied, ça ralentit ton process. Puis après ça, ben là, ça m'a ouvert des portes pour la kin. Nice. Est-ce que tu te rappelles, parce que tu sais, j'ai eu JP, pas JP, JB sur le podcast, Jean-Benoît, puis tu sais, il est très, très, très méthodique dans la façon comment il expliquait qu'il faisait ses trainings ou ses entraînements, ses pratiques de foot ou comment il faisait ses meetings, tout ça. Moi, j'ai envie de savoir l'envers de la médaille, tu sais. Toi, t'as vécu le recrutement avec lui. Après ça, t'as vécu les camps, les saisons. Parle-moi-en un peu. Comment t'as vécu le recrutement, de te faire recruter par JB? Puis... Ben, à la base, moi, je viens de Montréal. Dans ce temps-là, il ne recrutait pas tant à l'extérieur de la ville. Fait que moi, j'ai pas tant été recruté. C'est mon coach qui avait envoyé des vidéos. Fait que ça, en fin de compte, je suis un des premiers gars de Montréal qui s'en venait jouer au volontaire. Fait que moi, j'étais genre... Nous, déjà, à base, là, dis-toi, en 2007, là, mes chums de Montréal disaient que je m'en allais en campagne. Là.
Oh my God. Je m'en vais à Sherbrooke, je m'en vais en campagne. Fait que là, j'étais comme, mais c'est pas en campagne, tu sais. Puis JB, quand j'arrive là-bas, ben, je me rends compte que je suis pas mal le seul Montréalais qui joue au cégep de Sherbrooke. Ah, ouais, c'est... Fait que là, à Lennox, c'est un peu plus comme ça. Ouais. Mais en D2, ben, c'était des gars de Sherbrooke, la majorité, ou des gars de l'Estrie, mettons. Granby, mettons. Il y avait... Puis après moi, il y a eu une couple de gars de Montréal qui sont descendus. Des gars qui ont joué à Dalbévio, des gars... Fait que on a une couple de gars qui sont venus. Jusqu'à maintenant, ça arrive de partout. Là. Mais ouais, c'est ça. Dans mon temps, j'étais comme le premier ou le deuxième Montréalais qui arrivait au volontaire. Fait que moi, c'est parce qu'il a envoyé du tape, parce qu'il me connaissait pas. Il avait pas été venu me store. Il était pas venu me checker à Montréal. Il a reçu du tape, il a fait comme let's go, viens-t'en au camp, tu sais. Puis moi, c'est Claude, notre DC qui m'appelle, puis il me dit ben on te prend, tu sais. Nice. Puis mon coach des D-line, c'était KO. Il a coaché à Lennox aussi longtemps dans le passé. Là. C'est un coach de D-line qui a coaché des années de temps. Là. Fait que une bonne histoire. À toutes les bols d'or, il nous emmenait son casque parce qu'il a fait de l'armée. Il a fait de la guerre. Fait qu'il nous emmenait son casque. Fait que là, les D-line avaient toujours son casque. Surtout les vieux casques, là, genre en métal, là, en fer quasiment. Là. Puis c'est juste un bonnet, genre. Là. Puis genre, il l'emmenait à toutes les bols d'or. Puis on l'avait juste la semaine du bol d'or. On le voyait pas à d'autres semaines que la semaine du bol d'or. Fait que c'était pour les D-line. Puis c'était juste les D-line. C'était le casque de la position. Fait que c'était quand même cool. Mais ouais, fait que j'ai été comme d'un premier de Montréal à s'en venir au volontaire. Mais tu me demandais, JB, t'es structuré et tout. C'est quel genre d'humain? C'est genre un des meilleurs humains que je connaisse. Tu en voulant dire comme un coach qui écoute, sa porte toujours ouverte. Moi, j'ai su après, mais mes parents étaient bien inquiets. Je m'en allais loin de la maison. Fait que, ils faisaient le pont un peu avec mes parents, disaient que si ça allait bien, puisque moi, mes parents me demandaient si ça allait bien, ça allait toujours bien. Fait qu'ils faisaient toujours le pont, genre. Fait que, non, JB, c'est genre une perle. Là. Genre de coach qui a comme l'humain avant le joueur, mettons. Oui. Puis comme rien d'autre à dire que juste un humain incroyable. Tu comme pour vrai, moi, c'est une personne que je respecte énormément, qui a été un modèle pour moi, mettons, dans le passé et maintenant. Fait que, tu sais, des fois, je m'imagine pas de l'appeler. Si, mettons, je suis dans une catastrophe, je vais l'appeler. Là. Je suis comme, hey, JB, man, pour des affaires qui ont en lien avec, qui pourraient avoir un lien avec lui, qui pourraient m'aider. Puis, tu sais, c'est une personne qui... Je vais toujours me rappeler ces années-là. JB, souriant, de bonne humeur, énergique. Genre, j'ai encore l'image de lui qui saute sur le poteau du goal post, genre, puis il est comme énergique, là, genre, ça c'est JB. Ah, nice. Mais il avait l'air de dire aussi que, il avait l'air de créer une bonne relation avec ses gars. Puis, tu sais, il le disait, tu sais, pour lui, ce qui était important, c'était de développer la personne, tu sais. Puis quand, justement, j'avais demandé la fameuse question, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il allait chercher dans ses coachs, tu sais, quand il allait... ou dans ses joueurs qu'il recrutait. Puis, tu sais, il me disait, la première chose, c'était la personne qu'il recrutait, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu me dises ça. Ça veut dire que, tu sais, on voit qu'il y a vraiment un lien, tu sais. C'est... non, vraiment... Puis tu pourrais voir tout le monde qui a joué pour JB te dirait la même chose. Genre, un chic type, juste un humain, genre, hors norme, mettons. Puis t'es dans les positions qu'il a eu aussi. Il a été directeur à l'Université Bishop. Il était au Triolet, là, il est au Vert et Or, mais c'est pas pour rien que c'est au cégep de Sherbrooke, c'est pas pour rien que ces positions-là, c'est parce que c'est outre que les compétences, c'est les qualités humaines qu'il a qui l'emmènent à pouvoir être qui qu'il est, puis qu'est-ce qu'il peut apporter à une organisation. Je connais pas grand monde qui vont dire « Ouais, JB, moi, j'aime pas tant. » C'est juste un humain, genre... très bien il a fait beaucoup pour le sport, mais aussi pour les humains derrière les athlètes. Là. Avant de parler des bols d'or, justement, que tu as gagné avec t'en as gagné 3 avec JB, hein, je pense? 3 avec JB, ouais. Puis le 4e, c'était Stéphane qui a pris la charge. Quand tu as quitté Montréal, tu sais, tu as quitté Montréal à genre 16-17 ans, là, pas mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour avoir joué à Lennox, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gars, mais en fait, tout le monde, la majorité de l'équipe viennent d'ailleurs, tu sais, puis ils viennent vivre en res ou en appart, peu importe. Puis souvent, il y a certains gars qu'on voyait, mettons, dans le camp, puis après ça, qu'on voyait plus jamais, tu sais. Puis il y a des gars, tu sais, c'est parce qu'ils n'avaient pas été capables de partir de chez eux à 17 ans, c'est quand même tough. Oh, ouais. Toi, tu l'avais vécu comment, ça? Moi, j'ai la chance que j'ai de la famille en Estrie. Fait que j'ai habité ma première année, ma transition, elle s'est faite, j'habitais chez ma cousine. Fait que j'habitais chez un membre de la famille, à Rock Forest. Fait que je le conduisais en voiture.
Puis, bon, tu me connais un peu, je suis un gars social. Fait que je me suis fait des contacts assez vite, puis des amis assez vite. Puis ma deuxième année, ben, en réalité, le reste de mon cégep, j'ai habité avec un de mes chums qui, je me suis fait dans l'équipe, qui était un autre D-line, qui était mon D-tackle, Phil Dusty. Fait qu'on a habité ensemble pendant 3 ans. Fait que quand on a fini le cégep, après ça, bon, lui, moi, j'ai resté, on habitait dans une maison, j'ai acheté la maison. Après, très nice. ben, j'ai resté là pendant toute mon université aussi. Puis il est resté un bout avec moi. Puis après l'université, j'ai acheté cette maison-là, où j'habite encore dedans en ce moment. Puis lui, en fin de compte, il est construit, il est dans la construction de tout. Fait que il s'est construit. Fait qu'on est resté en contact aussi, mais c'est ça. Fait que ma première année, j'étais dans la famille. Fait que ça enlève le stress un peu que tu dis de 17 ans de partir. Après ça, bah, j'ai volé mes ailes, mes propres ailes avec un teammate là, que je côtoyais littéralement tous les jours en étant mon partner de ligne. Là. C'est cool. Mettons, si tu avais un conseil, mettons avec l'expérience que tu as, puis à côtoyer énormément d'athlètes qui viennent de absolument partout, parce qu'avec BU, tu en as de partout, puis même avec Lennox, si tu avais un conseil à ces gens-là qui décident de partir de chez eux pour aller jouer à une autre place, aller à l'école, pas obligé d'être pour le sport, là, juste en général, juste quand tu décides de quitter, t'aurais-tu juste un conseil, mettons, pour aider à cope ou avec les nouveaux changements, mettons? Puis je le vois dans plusieurs sports, plusieurs athlètes, là. Puis on a dans d'autres sports aussi, tu vas toujours le homesick la première année. Là. Ça, c'est comme... Mais je pense que c'est de le communiquer, de parler plus avec tes parents, puis à distance. Là. Puis selon d'où on vient, là, on a des gars qui arrivent du BC, nous autres, puis tout. Là, fait que comme... nous, les gars dans Noël, ils repartent, mettons, 2-3 semaines et tout, mais c'est de s'entourer, de pas rester seul dans son coin. Fait que comme, à Lennox, tu l'as vécu, là, les boys, tout le monde bande ensemble, sont toujours ensemble, puis comme ça devient une grosse famille, même si c'est une recrue, t'arrives, comme ça prend quelques jours, quelques semaines, puis t'es comme... C'est comme si c'est ça, c'est comme si t'es là toujours. Là. Fait que c'est un peu de pas se laisser dans son coin, puis le plus tough, c'est pour les gens qui sont plus réservés. Moi, je suis un gars qui est social, fait que pour moi, je vais aller voir les gens, mais puis je pense que c'est pour les gens aussi qui sont là, quand tu vois que tu as un teammate qui est plus réservé, ben de pas juste comme le laisser dans son coin parce qu'il ça ne tente pas, on va le laisser, mais comme juste puis du proposer au pire. T'sais. Exact. Fait que des fois aussi c'est aux vets ou aux gens qui sont déjà en place, qui sont en position confortable, qui n'ont plus le homesick ou qui ont vécu le homesick de faire comme c'est normal. Premièrement, c'est de l'accepter parce que mais là, pourquoi moi ça m'arrive puis l'autre ça y arrive pas, mais comme d'accepter que ça peut t'arriver. Puis après ça, ben les teammates, c'est de supporter puis de faire comme genre, viens avec nous, passe un. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est un cercle. Là. Si tu restes chez vous tout seul, t'es homesick, tu t'ennuies, puis là, là, ça part. Là, le cercle, tu te poses plein de questions, là, tu te remets en question. Mais en réalité, c'est juste l'homesick, tu vas passer une semaine chez vous, 2-3 jours, 4 jours, t'es comme, je me sens bien. Puis c'est normal. C'est normal. On a des kids qu'on est en train de hockey, là. Ils partent de chez eux à 15 ans, là. Ah non, ça c'est cool. Pour le midget 3, là. Ils s'en vont en pension chez des gens qu'ils connaissent pas, t'sais. Fait que c'est juste de passer au travers de l'inconfort. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une partie inconfortable. Mais je crois vraiment que ça va t'amener à être plus indépendant par la suite dans ta vie. 100%. Fait que c'était un peu de passer au travers de l'adversité parce que oui, c'est une épreuve. Quand tu as 16, 17 ans, 15 ans, mettons, les jeunes doivent jouer au hockey, puis c'est inconfortable, ça se peut. Mais comme, continue. Puis comme à un moment donné, tu vas voir que tu vas te sentir de mieux en mieux. Puis va te baigner. Retourne à la maison, reviens. Retourne à la maison. Moi, ma première année, là, je faisais l'aller-retour quasiment un week-end sur 2 à Montréal. Je redescendais avec mon char, j'allais voir mes parents, je remontais. J'allais voir mes chums aussi. Parce que c'est ça aussi qu'on nous manque. C'était notre cercle social qu'on a construit toute notre secondaire. Là, tu pars au cégep, là, t'es comme... Il faut que je le reconstruise. Fait que, c'est ça. Le conseil, je pense, c'est de pas rester dans son coin, d'essayer d'apprendre à connaître du monde, puis de passer au travers, de pas comme dropper de suite. Non, exact. Fait comme l'adversité, ça va te faire devenir plus résilient, puis être plus résilient, ben, tu le sais dans le foot. Tu as eu plein d'histoires là, avant dans les autres épisodes où ils ont persévéré, tes goûts, c'est ça qu'il a fait. Là, il a toujours travaillé plus un peu que les autres pour se permettre d'être où il est aujourd'hui. Là. Exact. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est des fois, quitter, ton chez-toi peut vraiment devenir peut-être
le moment qui te permet de vraiment grandir puis changer ta vie carrément, Ouais. puis au positif. Puis l'avantage que, mettons, la majorité des jeunes athlètes ont, c'est qu'ils s'en vont dans une autre équipe. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de connaître tout le monde en partant, mais, tu sais, je parle, t'es dans une équipe de foot ou hockey ou whatever, tu sais, tu parles à une personne, puis fais juste essayer de parler à quelqu'un Ouais. au moins, tu sais, juste une. Puis Ouais. sinon, tu sais, pour reverrer la médaille, ça, c'est vrai que les vets, c'est un autre point, ça. Comme, si t'es un vet, t'es un leader du groupe, puis tu vois que, je sais pas, là, t'entends parler qu'il y a peut-être des gars qui s'en vont un peu moins bien, mais fais juste au moins t'informer. Ça, j'ai trouvé ça excellent que t'amènes ça. Tes 4 bols d'or. J'ai... tu sais, je parle 4 bols d'or, c'est quand même vraiment fou. T'as eu 3 de suite? 4 de suite. Back à back. 4 de Parce suite. qu'au cégep, tu joues 3 ou 4 ouais, ans. c'est ça. Fait que 3 ans et demi, j'ai fait de cégep, mais j'ai fait 4 saisons. Aïe. Back à back à back à back. Est-ce que tu... as-tu des histoires un peu de ces bols d'or-là que tu te rappelles, des choses qui t'ont marqué de ces saisons-là? Mais c'est sûr, j'ai mon premier en 2007. Fin de compte, moi, en demi-finale, comme je t'ai dit, les recrues, on jouait tout. Puis moi, je me suis... j'ai pas joué le bol d'or parce que je me suis luxé à rotule en demi-finale. En fin de compte, j'ai eu... on s'en allait en demi-finale, on gagnait par genre 50 points. fait que les recrues, on jouait dès la demi. Là. Puis je me rappelle qu'on s'en allait sur le QB, les deux ends. Puis le end de l'autre bord a sauté. Puis là, en fin de compte, le QB l'a juste comme twisté. Fait qu'il a comme atterri à terre, puis son pied à côté sur mon genou. Puis mon genou est sorti. Fait que là, ben, j'étais out pour les prochaines semaines. Fait qu'au bol d'or, j'étais là, mais comme pas habillé. Mais tu sais, j'avais été là toute la saison. Fait que ça, c'était en 2007. Puis en 2007, en fin de compte, cette année-là, on était invaincus. Puis on a gagné en prolongation sur un field goal qui a pogné le poteau horizontal, qui a relevé dans les airs, tombé sur le poteau horizontal, puis tombé dans la zone. Oh my Puis c'était God. Mathieu Paquette, qui est le fils de Daniel Paquette, là, notre coach des goalers qu'on a, notre coach des batteurs qu'on a à Lennox. C'est-tu vrai? Ouais, fait que coach Paquette, là. Oui. Fait que son fils, c'était notre kicker. Puis c'était le même qu'on a gagné notre game. Fait que puis c'était une grosse game. Là. On n'a pas gagné, je pense que c'était 13-10 qu'on a gagné. Là. Tu te rappelles-tu c'était contre qui? Je me trompe pas, c'est CNDF. CNDF. Ouais. Ah, mais c'est quand même fou, pareil. Dans cette année-là, c'était quoi? Y avait-tu des divisions au cégep dans cette année? Ouais, Lennox est en D1, puis nous, on est en c'est D2, tu sais. Fait que, mais tabarouette. Fait que Puis c'est les mêmes années que Lennox allait souvent au bol d'or aussi. Ouais. C'est juste que eux, je pense que Jeff il racontait, je pense que c'était ça en 2007, qu'ils sont allés au bol d'or, mais ils n'ont pas gagné. Cette année-là, on a gagné. Puis on a gagné ça, par un field goal là, en overtime, puis on avait une saison parfaite. Fait que tu sais, comme quand tu as une saison parfaite, ce qui est tough, c'est de toujours maintenir le cap. Tu sais, t'as pas perdu encore. T'sais, fait que le monde veut juste... T'as juste un target dans le dos. Non, exact. Puis tout le monde tire sur toi, tu sais. Exact. Tout le monde est underdog quand il joue contre toi, c'est ça. Puis nous, il faut qu'on reste la tête froide, puis comme on exact. joue. Puis ça a été une tough game, là. Ça avait joué physique, là. Fait que ça, je me rappelle. Puis un autre événement marquant, c'est... Je pense que c'est contre Lévis. Limoilou ou Lévis, en finale du bol d'or, ça se joue au cégep de Sherbrooke. Puis la game s'est gagnée 13-7. Puis la game n'avait pas commencé, puis on gagnait 7-0. Comment? Sur kick-off, le retourneur de l'autre bord, paralysé, comme si c'était un punt. La balle, elle tombe. Cette année-là, notre kicker, c'était Matt, puis qui a balle. C'était pas Matt Paquette, mais c'était Mathieu Hébert. Puis il y avait une maudite jambe. Fait que sur kick-off, il kick ça dans la end zone. Oh my God. Mais le retourneur laisse la balle à terre, comme sur un punt. Tu sais, comme s'il était gelé, puis comme il y a un périmètre de protection. Non. Sur un kick-off, la balle est free. Fait que je me rappelle, un de nos joueurs saute sa balle dans la end zone. 6-0. Le cadran est encore à 15 minutes. Oh my God. Fait qu'on fait le field goal. Fait qu'on mène 7-0. La game n'est pas commencée. Puis on a gagné 13-7.
Fait que, une game défensive, là. Ouais, une game défensive. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui a comme parti le momentum, là. Tu sais, fait que. Puis c'était à la maison en plus. Ouais, là. à la maison en plus, c'est capoté, ça. Oh my God. Ouais. Imagine comment tu dois te sentir, genre. Puis, tu sais, on a des histoires de même, là. On joue contre Saint-Jean. Je me souviens plus c'est quelle année. On joue contre Saint-Jean, demi-finale. Puis, on joue à Saint-Jean sur leur terrain naturel. C'est dans la grosse boîte, mon gars. C'est dégueulasse. Puis, là, c'est comme ils puntent. Mais nous, on repunte pour sortir parce qu'on mène par un. Mais puis là, eux autres, ils ont essayé un field goal, puis ils l'ont manqué. Fait que là, Matt Hébert, qui est notre kicker, qui est dans l'end zone, dans les 3 personnes, on a comme mis 3 gars dans l'end zone pour kicker le ballon. C'est ça l'objectif. Sortir la balle de là. Puis Matt Hébert, il a les pieds, là, je te dirais, à 1 pouce de la ligne de fond dans l'end zone. Puis il attrape la balle de même. Puis là, il arrive pour leur kicker, il leur kick. On leur prend la balle, mais il sort à la ligne de 1. Puis là, tu sais, on a gagné. Là-dessus, on est parti en finale. Mais comme du bol d'or, mais comme, il attrapait la balle, là. Tu sais, tu regardes le tape après, puis comme, il restait pas une grande marge pour que la balle défonce l'autre bord, puis qu'il fasse un point, genre. Aïe. Fait que, comme, ça, c'est 3 bonnes histoires, là, qui ont marqué, là, il y en a tout plein, là, mais comme ces 3 histoires-là sont comme, oh! Puis à Saint-Jean, ça aussi, c'était une game qui faisait frette. Il y avait de la boîte, il n'y avait plus la veille. Puis naturel, fin octobre, début novembre, il n'y a rien de chic, là. Non, exact. Fait que, vraiment rien de chic. Fait que c'est ça. C'était une guerre de tranchées, là. Je me rappelle, là, nos mains rentraient dans la boîte, on voyait plus nos mains. Oh my God. Fait que les D-line nous mettaient notre main, là, puis on tombait dans un trou de boîte, là. Fait que, puis tu te relevais des fois, tu avais genre une motte de terre, puis genre, il fallait que t'enlèves toute la boîte dans ta face, là. C'était comme... C'est une bonne game. C'est comme le bon vieux football. Là, sur synthétique, t'as pas ça, mais comme du bon naturel. Ouais, c'est ça, du bon vieux football. Quand même capoté, man. T'as quand même eu l'avantage, t'as eu la chance en jouant avec les volontaires, de côtoyer des excellents joueurs, des bons coachs aussi. Moi, je veux qu'on en parle de... Est-ce que tu te rappelles de... c'était comment, mettons, l'organisation de les pratiques, les meetings, tout ça. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, JB, dans le podcast, disait que lui, il y avait une méthode de faire pour que les gars s'amusent tout le temps puis qu'ils jouent au foot. Ouais. Je veux que tu m'en parles de ça parce que tu l'as vécu comme joueur. Ouais, comme joueur. Exact. Mais tu vois, ça, c'est intéressant. Nous, on allait aux pratiques, puis là, le coaching staff des volontaires, j'entendais le podcast de JP, ils sont jeunes, là, comme ils ont un gros coaching staff. Notre coaching staff était plus âgé, mais genre, avec un cœur de gars de 25, 30 ans. Fait que, comme les gars avaient de l'énergie, nos coachs, puis je pense que c'était ça, JB recrutait des coachs qui étaient là pour redonner aux jeunes, mais qui étaient aussi là, qui étaient motivés, qui avaient le goût d'être là, puis que, comme sérieusement, là, on allait à la pratique, là. Puis nos coachs, là, ils étaient aussi contents que nous autres d'être là, puis genre, OK, aujourd'hui, on va... Puis c'était un peu là où j'allais pratiquer, là. Puis on s'entend que pratiquer, c'est moins le fun que jouer une game. Mais comme, on avait du fun au travers de ces tâches qu'on avait dans la semaine à faire. Puis je me rappelle, les lundis, c'était lundi training. On avait un training avec un de nos coachs, notre coach de running back. Puis, c'était un peu plus intense. Je me rappelle, on était au Cégep de Sherbrooke dans le temps. Au début de ma première année, c'était comme dans le bois en arrière. Là, on sortait où il y a le vestiaire. Puis on descendait là, puis il y avait comme du terrain. Puis c'est là qu'on rampait à terre. Fait tout plein d'affaires. Mais tout le monde travaillait ensemble. Mais genre, c'était les autres coachs qui étaient là quand même. Là. Puis ils nous encourageaient. Puis, tu sais, comme l'énergie des coachs était tellement positive, puis énergique, que tout le monde comme embarquait dans ça, puis comme il n'y avait pas de lourdeur. C'est sûr que des fois, ils te ramènent à l'ordre, puis comme il y a des bouts de plates, là. Tu sais, comme, ils sont plus stricts, mais comme sérieusement, la vibe était juste A1. Quand tu me dis ça, en fait, ça me fait tellement penser aux autres émissions que j'ai faites, dans le sens que ma première épisode que j'ai sorti avec Maxime Chapuis-Dupuis, j'ai demandé comment tu crées une équipe championne. Parce que eux, avec McGill, c'est ce qu'ils veulent faire. Ouais. Puis il m'a dit, la base, c'est d'avoir au moins une équipe qui est unie et soudée. Après ça, j'arrive avec des gars comme
JP Gauthier du Cégep, Ouais. ou encore Jeff Jonca de Lennox, qu'on s'entend que côté culture, c'est un des plus gros programmes pour ça. Après ça, JB, Jean-Benoît, que lui, il a gagné énormément de bol d'or. Tout le lien qu'en ce moment, je suis capable de faire, c'est que faut que tes gars ou ton organisation, vous allez tous dans la même place, à la même direction, en fait, que ce soit une vraie famille. Tu sais. Mm-hmm. Puis, ça vient de me faire penser à ça. En disant ça, tu m'as fait penser que je me souviens plus de où ça part. Je sais plus le nom, mais je sais que c'est un coach dans la NFL. Début des années 2000, il avait été, je sais plus si c'était avec les Browns ou... Il y a une équipe des années 2000 qui ça allait vraiment pas bien, puis il y avait plusieurs années qu'il n'avait pas gagné une game, puis il avait engagé ce fameux coach-là. Puis en fait, lui, la seule chose qu'il voulait amener, c'était que les gars, ils croient en une affaire. Puis ça paraît con, parce que dans la NFL, on pense tous que les gars, ils sont là juste pour le salaire et tout ça. Mais, calique, après ça, ils se sont mis à gagner. Puis ils sont arrivés en playoff. Où est-ce que cette équipe-là, je ne sais plus, mais de mémoire, il n'avait jamais été en playoff ou il avait déjà été, mais il n'avait pas gagné. Puis, ils se sont tous ralliés sur une affaire, puis je me souviens plus c'était quoi, mais il avait dit, écoute les boys, si tout le monde croit en, mettons, ce but-là, puis c'est pas le Super Bowl, c'est pas cette affaire-là, tout le monde y croit vraiment, on va gagner. Parce que si chaque personne fait vraiment sa job, c'est sûr qu'on gagne. Puis les gars, quand ça allait moins bien, ils se retournaient vers leur coach. Puis c'est ça que leur coach leur disait, puis ils gagnaient, man. Fait que, tu sais, c'est tout, on revient un peu à un sens de comme, où est-ce que la famille, elle va? Genre, tu peux pas aimer tout le monde dans ton équipe, mais tu sais, vous avez tous le même but pareil. Fait que, tu sais, fais un effort au moins de créer cet environnement-là. Tu sais, je pense que c'est tellement important, puis... J'en apprends beaucoup là-dedans, pour créer des organisations. Dans une entreprise, c'est un peu de la même façon. Si tu veux avoir des gens qui... avoir une belle organisation qui croit en ce qu'on peut faire ensemble. T'sais. Puis je pense qu'en équipe, le mot, c'est abnégation. Fait que le bien commun avant le bien personnel. Puis je pense que dans une équipe, c'est pas vrai que 90 gars, tout le monde s'aime. Comme c'est tough là, de croire ça. Là. Comme, fait on sait un peu, là, la défense, ça se tient plus ensemble, l'offense, ça se tient plus ensemble. Oui, t'as des gangs de monde qui arrive de la même école secondaire, etc. Mais moi, en étant préparateur physique, je sais que j'ai des gars dans des équipes là, à Champlain ou à Bishop, ils sont pas tous friends, hein, ils sont pas tous amis. Hein. Mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est son teammate, puis il va aller à la guerre pour. Exact. Parce que l'abnégation, c'est plus grand que ton propre bien personnel. Fait que, c'est quoi notre bien commun? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi l'équipe? Fait que je pense que la culture, j'ai écouté le podcast à JB, à JF, à Max, même à Guillaume, à Concordia, mais je pense que c'est un peu là où si ça part d'en haut. Si ton coach prône ces valeurs-là, si tes capitaines prônent cette valeur-là, ben le reste du groupe va suivre. Puis t'es toujours aussi faible que ton maillon le plus faible. Fait que tire le monde vers le haut, élève le monde qui sont plus bas vers le haut, pas genre les laisser en arrière parce que tu vas traîner un boulet. T'sais. Fait que je pense que ça part du coaching staff, après ça part des capitaines, puis après ça part du reste de l'équipe. T'sais. Mais nous, on le voit aussi à Bishop, pas parce que tu as une first year que tu peux avoir du leadership puis avoir un impact direct à ta première année. T'sais. On a des gars qui ont un gros rôle en rentrant, qui ont un rôle de leader même à leur first year. T'sais. Fait que je pense que si tout le monde se tire vers le haut, ben, tu as un avantage. Moi, je dis toujours, puis en entrepreneuriat, c'est un devoir que j'avais fait dans une formation entrepreneuriale, mais je le ramène ça à mes athlètes. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Fait que qui sont ces 5 personnes-là? T'sais? C'est-tu du monde qui ont les mêmes objectifs que toi? C'est-tu du monde qui s'en fout? C'est quoi ton entourage? Est-ce que ton entourage t'élève ou ton entourage te tire vers le bas? Fait que c'était toujours avec un chum qui joue pas, mettons, qui est redshirt, puis qui chiale tout le temps, puis qui est négatif, puis tout, ben, t'emmènes ton mindset là. T'sais. Mais c'était toujours avec des chums qui sont comme, OK, je vais travailler plus fort pour reprendre la position que j'avais au lieu de genre chialer. Ben, ça me démontre que ben, tu travailles dans cette direction-là, puis pour le bien de l'équipe. Tu étais second team, puis je te mets third team, fourth team,
Puis là, ben, au lieu de te donner plus pour revenir, tu commences à faire des cheap shots, à pas travailler, à tourner les coins ronds. Ben, tu nous démontres juste quel genre d'individu que t'es, pas... Fait que, tu sais, en préparation physique au foot, là, on voit les gars longtemps, là. Ouais, effectivement. T'sais, à partir de janvier, c'est nous autres, là. Exact. Puis même si la saison finit court, en novembre, on est là. T'sais, fait que dans le gym, on voit les gars qui... Puis tu sais, un hard worker puis un talentueux, c'est deux choses complètement différentes. Exact. Mais imagine un talentueux qui met le hard work, ben, il va dépasser le talentueux qui travaille pas, tu sais. Puis à Lennox, t'as été là, la culture... Max, on a travaillé ensemble, puis comme... C'est un des coachs avec qui j'ai adoré travailler quand il était à Lennox. Ben, moi et Max, on est deux personnes résilientes qui travaillent fort. Ben, le monde qui tourne les coins ronds, tu sais comment c'est avec Max. Hein? Ouais, exact. Fait que, c'est pas long. Fait que, tu sais, à Lennox, c'est une culture. Là. Les gars, ils rentrent dans le gym, ils veulent manger. J'ai toujours, ils veulent manger à bord, comme ils ont le goût d'être là. Exact. Il n'y a pas personne qui rentre dans le gym avec un pied en reculant, puis comment ça me tente pas. Puis la vibe est juste wow. C'est sûr que je rentre un autre sport là, ils font comme c'est des malades mentales, mais comme c'est ça, Lennox. Là. Exact. Puis, si je peux ajouter à ça, tantôt tu parlais de quand il y a des fois qu'il y a des rookies qui arrivent à BU puis ont des rôles déjà assez importants. T'es pas obligé de leader nécessairement en parlant ou whatever, t'sais. Tu peux être le gars le plus sharp qui est tout le temps là d'avance, qui fait tous les trainings, qui fait un peu d'extra, qui va faire les 15 minutes de footwork avant la pratique ou whatever, man. Mais au moins, moi, je me mets à la place d'un vet puis je vois un rookie faire ça, je vais aller le voir. Là. C'est sûr, je vais y parler, je parle, où est-ce qu'on veut aller, c'est là, ouais. Ça amène, si t'es trop gêné de parler, ben, au moins, montre-le. En fait, reste toi-même, puis si t'es un hard worker, puis tout ça, les gens vont le voir autour de toi, puis ça va aller naturellement. Genre. Mais tu sais, comme moi, ma première année, quand je suis arrivé au volontaire, là, notre capitaine à D-Line, c'était pas un grand jaseux. Là. C'était un gars, le gars était en ligne policière, il faisait tout sharp. Alex Noiseau, il faisait toutes ses affaires, sa grosse coche. Il nous disait juste un ou deux mots, man, puis on buy-in. C'est comme, il dégageait le respect par son éthique de travail. T'sais. Exact. Tu peux pas avoir juste des leaders qui parlent fort puis qui sont des motivateurs. Il te faut des leaders qui montrent l'exemple, qui sont des hard workers, qui sont dans l'ombre, je l'appelle. Mais t'es comme... Tu peux pas rien leur reprocher. Ils sont tellement ça coche que t'es comme, OK, ça, c'est un exemple à suivre. T'sais. Exact. Fait il y a plein de types de leaders. Puis, tu sais, il y a aussi le type de personne... tu sais, mettons ton capitaine D-Line, où est-ce qu'il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, par contre, ça avait un impact. Donc, tu sais, c'est ce genre de leader-là aussi qui est super bon. Puis, tu es dans une équipe de football où est-ce que tu es entre, mettons, 60 puis 110 gars, dépendamment de où est-ce que tu es, quelle division, whatever. Il y en a des leaders là-dedans. Là. Oui. Probablement que si tu es rendu là où est-ce que tu es, c'est parce que tu es un leader probablement dans tes programmes avant. Ouais. Fait que... c'est pas perdu, c'est en dedans de toi, tu sais. Puis moi, tu vois, je l'avais perdu complètement. Là. Quand j'étais rentré à Lennoxville, là, j'ai COVID mélangé avec la COVID, puis tout ça, puis on peut pas mettre ça sur la faute de la COVID non plus, mais en tout cas, je l'ai eu rough en maudit à Lennox. Adversité, tout ça, là, c'est là qu'on voit que ça te forge. Ouais. Comment t'es devenu kin? Parce que tantôt, tu disais, t'es rentré à l'université, après ça, t'as décidé d'être kin. Tu m'as dit que t'avais... Ouais, je me cherchais un peu. En fait que, t'es comme au secondaire, moi, je m'en venais au volontaire. J'ai été confirmé dans l'équipe. J'avais passé tous mes tests. J'ai été confirmé. Il me restait mes tests médicaux. Puis là, j'ai su que j'étais daltonien. Fait que je me suis envenu. Là, il te reste plus 20 minutes de programme qui était dernière minute. Fait que je suis rentré en sciences humaines. Profil d'administration. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je m'offrais mes maths. J'avais fait mes maths fortes au secondaire. Fait que je rentre là-dedans. Je fais un an. Finalement, je transfère à Sciences Nat. Finalement, pas pour moi pantoute. Je retourne en sciences humaines, profil psychologie. Je fais mes cours. Mais là, je sais pas encore trop ce que je veux faire. J'étais à ma deuxième année. Puis là, Charles Beaubien, qui est notre préparateur physique à ce moment-là, qui est rendu directeur des sports cégep de Sherbrooke. Il n'est pas directeur du centre sportif, mais directeur des sports. Charles, c'est notre préparateur physique. Puis moi, je travaillais à la salle de muscu comme étudiant. Fait que je jasais beaucoup avec, puis j'aimais m'entraîner. Fait que moi, je me rappelle, ma dernière année, ma quatrième année, ma troisième année, l'hiver entre ma troisième et ma quatrième année, fin de compte,
j'essayais les programmes avec lui. Genre 2 semaines avant qu'on les sorte pour l'équipe. Puis si je passais au travers du programme, ben comme, oh, OK. Puis tu sais, s'il voyait qu'on t'entraînait, lui, il le faisait avec moi. Fait que je m'entraînais avec lui. Nice. Puis si on voyait qu'on était en train de mourir, ben là, on réajustait. Lui, il avait joué pour Montréal aussi, Charles Beaubien. Là, fait que, puis il avait joué à l'Enox avant. Fait que, on essayait le programme, puis Charles me donnait la piqûre de l'entraînement. Puis en même temps, quand je travaillais à la salle, l'ancien propriétaire de Fonction Optimum, Nicolas Roy, était préparateur physique de l'équipe de volleyball. Fait que je le voyais dans le gym. Puis quand je travaillais sur mes chiffres de soir, ben lui était là. Puis j'allais voir ce qu'il faisait avec eux autres. Fait que je parlais avec JB. Hein? JB était très ouvert. Fait que JB, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être prof d'éduc, kin. Fait que après avoir discuté avec JB, ben je dis, bon, m'appliquer en kin. Puis genre, une des meilleures décisions. J'adore toujours ce que je fais. Je rentre pas travailler quand je rentre travailler. Je fais des longues journées. Le monde qui me connaît, ils savent, là, je vis au Plex. Là, fait que je suis genre 6h30 le matin à 6 le soir, je suis là. Puis comme, j'aime ce que je fais. Fait que rentrer pour moi, t'as beaucoup eu de coach avant, moi de préparateur physique. Ben, on coach, nous autres aussi. C'est du coaching qu'on fait, mais comme pour moi, c'est pas une job. Là. C'est genre une passion. J'adore aider le monde. J'adore voir mes athlètes progresser. Puis d'avoir la chance de suivre ces athlètes de foot-là, de voir la progression, puis de pouvoir les voir au travers des années, c'est ça qui est cool aussi. Fait que Charles me donnait la piqûre. Puis moi, Charles, je restais en contact avec quand j'étais au bac. Puis là, quand j'ai eu quand j'ai avancé dans le milieu, ben je continuais à jaser avec. C'est quand même été un mentor pour moi dans cette section-là de ma carrière. Fait que, puis après ça, ben, j'ai commencé, je fais mes stages, je fonctionne Optimum et tout. Là, fait que, c'est quoi que... tu dis que c'est vraiment ta passion d'entraîner les athlètes. C'est quoi que tu vas aller chercher avec ces entraînements-là quand... c'est pas obligé d'être nécessairement entraînement, mais tu me dis que c'est ta passion. C'est quoi que tu essaies d'aller chercher de ces athlètes-là? Mais je pense que en 2025, c'est moins à prouver que la préparation physique a un gros impact sur le sport. Puis, surtout le football, c'est un sport de préparation physique. Là. On s'entraîne 9 mois pour jouer 3 mois. Exact, effectivement. Fait que si tu t'entraînes pas comme du monde, ben ça sera pas top sur le terrain. Mais en étant avec les athlètes, on emmène, puis en 2025, ça a vraiment évolué. Quand j'ai commencé en 2007-2008 au cégep, on n'est pas des mêmes genres de préparation physique. On peut jouer maintenant avec la récupération, avec des équipements, on peut gérer la fatigue. Comme on utilise les force plates pour voir si les athlètes. Le foot, c'est une grosse équipe, c'est plus compliqué, mais mon équipe de basket, on l'a fait, c'est de voir l'état de fatigue à toutes les semaines du système nerveux. C'est comment on peut aider l'athlète à être plus optimal dans son sport. Fait que in-season, off-season, c'est deux choses complètement différentes. In-season, on veut maintenir les acquis, on veut diminuer le risque de blessure parce que je dis toujours. Si t'es le meilleur joueur de ton équipe, mais t'es sur le banc parce que t'es blessé, tu ne sers pas à grand-chose. Effectivement. Injury prevention, hyper important, mais maintien des acquis, parce que si tu ne travailles pas ta vitesse et ta puissance pendant ta saison, ben la vitesse, en fin de compte, c'est la qualité qui se perd le plus vite. Si tu n'as pas travaillé on appelle ça 5 plus ou moins 2 jours, fait que mettons à toutes les semaines, ben à ralentir. Puis j'explique toujours à mes athlètes que faire ton sport n'est pas faire de la vitesse. Parce que ton intention, exemple, tu prends un wide receiver qui court une straight line, mais il ne fait pas un sprint pour focusser sa vitesse. Parce que son focus est soit d'attraper le ballon, soit de se démarquer du débit. Fait qu'il n'y a pas de focus sur l'intention de vitesse. Fait que je dis toujours, idéalement, il faut travailler la vitesse une fois dans la semaine. On ne parle pas de travailler 1 heure de cette vitesse. Là. Fais-moi 4 sprints de 15 verges, là, avec un bon temps de repos, là, pas 10 secondes, mais comme avec 1 minute et demie, 2 minutes de pause dans chaque. Puis là, on travaille ta vitesse. Avec l'intention de courir le plus vite possible dans ce 15 verges-là. Fait que de même, on maintient ces acquis-là. Puis de l'autre côté, on prévient les blessures aussi. Fait que, nous, dans la saison, avec les Champlain et Bishop, on lève lourd dans la saison. Puis, genre, la première fois, j'ai emmené ça, mettons, à Jeff Jonka, genre, on lève lourd dans la saison. OK, mais pourquoi, tu sais? Je dis, c'est simple. En fin de compte, oui, travailler l'équilibre structurel qu'on appelle, les exercices unilatérales, t'en as fait, là, travailler le vertèbre. Les exercices peuvent prévenir les blessures, c'est une chose. Mais de l'autre côté, le travail de force prévient les blessures de tendons. Fait que de lever des charges hyper lourdes nous permet de pouvoir aider ces tendons-là à être plus solides lorsque tu vas faire une décélération brusque, exemple.
DB qui arrive avec 15 verges d'élan, un free safety, hein, qui arrive avec 15-20 verges d'élan puis qui fait un tackle. On s'entend-tu que tu passes d'une vitesse à un arrêt? Ouais, c'est ça, assez vite. Là. Assez vite, là. Fait que, tu sais, c'est de travailler aussi avec une intention d'aider en arrière. Fait que, moi, pourquoi, genre, tous les jours, c'est de voir mes athlètes in-season, ben, des aider à se sentir mieux. Puis, tu sais, les préparations physiques, c'est pas juste de lever des poids, là. Tu sais, la mobilité, faire des stretches, tu sais, puis, il y a toujours un contexte, non? Des fois, tu sais, au foot, vous êtes 90, à l'Enox, on a 2 heures, on est 2 groupes de 40. Pas le même contexte que si j'aurais, mettons, 8 gars à shot, là. Fait que, il faut s'adapter au contexte. Mais je pense que c'est aussi l'énergie qu'on emmène. Fait que c'est l'athlète derrière, l'humain derrière l'athlète. C'est aussi de, tu sais, au travers de la préparation physique, tu travailles. Je parle beaucoup de résilience parce que des fois, c'est tough dans le gym. Tu sais, puis c'est pas toujours facile. Là. Mais comme, tu sais, comment, tu sais, à l'Enox, l'effet de groupe est tellement fort qu'il y a du monde qui, s'ils s'entraînaient tout seul, ils pourraient jamais lever la charge qu'ils ont levée avec leurs boys auto qui crient gueule. pour les aider, ouais, gueule, pour l'encourager puis le motiver. Ouais, tu sais. Fait que effectivement. je pense que si tu n'as jamais vécu ça, c'est dur à comprendre. Puis chaque sport est propre à eux-mêmes. En faisant beaucoup de sports, tu sais, moi je dis souvent, je m'adapte à la vibe de l'équipe. Je m'adapte toujours aux valeurs du programme. Parce que tu sais, on ne coach pas de la même manière mon équipe de hockey à Bishop que mon équipe de football à Champlain. Ben, c'est sûrement. Puis même les 2 équipes de football, c'est pas exactement de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas le même contexte. À Bishop, on a 5 plages horaires, ils sont moins de 20 par groupe. À l'Enox, j'ai 2 plages horaires, j'ai 80 gars. Comme on n'est pas à la même place. Fait que le contexte est différent, mais la passion, c'est la même. C'est comment je peux faire pour aider, dans le contexte que j'ai, l'athlète est au meilleur de lui-même pour la saison. Puis en off-season, ben là, on prépare pour la prochaine saison. Fait que tu sais, là, c'est toujours le plus gros challenge, c'est de s'adapter au contexte. Fait que, mettons, ben, off-season, on a quand même des pratiques les jeudis à l'Enox. Mais là, moi, j'ai une préparation physique. On est payé pour faire la manière que ce contrat est monté, c'est on fait un programme pour l'équipe. Fait que les 80 gars ont le même programme. Est-ce que c'est optimal selon le contexte? Mais là, il est arrivé une année où on avait 4 receveurs qui restaient à l'hiver. Ah, ouais. Mais là, il y en a plein qui arrivent à l'automne. Tu sais, à l'Enox, au cégep, on est là 2 ans, 2-3 ans. Mais là, j'ai 4 receveurs. Mais là, les jeudis, là, ils prennent tous les reps. Hein. Fait que là, ils reviennent dans le gym, ils s'entraînent comme tout le monde. Ils retournent l'autre jeudi d'après. Semaine 1, 2, 3, on est good. Là. Mais semaine 4, 5, là, les ischios commencent à être tight. La semaine 5, il faut qu'on a un qui vient de pull. Là, la semaine 2, on a un deuxième qui vient de pull. Là, on est quand même, Mike, il faut faire adapter. Là, on check. C'est tous nos receveurs. Là, on check la pratique qui m'appartient. Qui n'est pas ma section, mais je suis comme, prenez-vous toutes les reps? Ouais, on prend toutes les reps. Fait qu'on jog pour revenir, puis on repart. On jog pour revenir, puis on repart. Fait que le volume est ben trop. Fait que là, je suis comme, shit, vous autres, on va couper le volume dans le gym ou il va falloir couper des. Tu sais, il va falloir trouver une manière. Parce qu'au bout du compte, on a besoin parce que sinon, les débits. Ouais, OK, mais si les 4 se pull les hamstrings, on n'a plus de receveurs. C'est ça. Fait que je suis comme, shit, OK, fait qu'il faut adapter. Puis, tu sais, l'entraînement, c'est une science qui n'est pas parfaite, puis qui évolue tout le temps. Fait que je pense que l'athlète, c'est de continuer. C'est pas un copy-paste d'une année à l'autre, là, parce qu'il n'y a pas une année pareille, il n'y a pas une plage. Tu sais, le training, est-tu avant ou il est après la pratique? Ben, le training ne sera pas pareil. Effectivement. Est-ce que le training, il est 2 jours avant la game ou il est 5 jours avant la game? C'est pas le même training cette journée-là. T'sais. Fait que c'est ça qui est le fun. La préparation physique, c'est un. Moi, je suis pas un gars qui aime la routine. J'aime avoir une structure, mais j'aime pas avoir la même chose à répéter tout le temps. Puis la préparation physique, c'est exactement ça. Comme, il n'y a pas une saison pareille, il n'y a pas une équipe pareille. Fait que ouais, c'est toute une équipe de football, mais j'ai pas les mêmes individus dedans. J'ai pas le même contexte cet hiver-là où les pratiques sont rendues le mardi au lieu du jeudi. Ben, la planète fait plus la même. On met plus le travail à la même place. Fait que c'est d'adapter tout ça que j'aime au travers de notre job. Fait que c'est pas un playbook, mais c'est une planif, puis c'est de l'ajustement, puis de l'adaptation, puis de pouvoir voir les progressions des athlètes aussi. Ça, t'es un gars qui arrive un first year, puis à sa 3e année, là, au 1000 Club à Champlain, tu sais c'est quoi, là? T'sais, comme, c'est un challenge, puis il y en a qui sont comme, mon objectif dans 2 ans, c'est de faire le 1000 Club, Puis genre, ben c'est le fun, ça crée un challenge, puis
faut comprendre, préciser ici que le 1000 Club, c'est pas deadlift, squat, bench, mais bien clean, squat et bench. Exact. Parce qu'avec le deadlift, ce serait ben trop facile. Mais là, c'est là qui est le fun, tu sais, c'est d'aider les athlètes. Fait que je pense que c'est le coaching que j'aime. L'humain en arrière, d'aider à voir, puis à l'université, on les a 5 ans, là. Fait que genre de voir les athlètes progresser, de créer des relations avec certains athlètes. Effectivement. J'en ai qui travaillent, mettons, à la salle de muscu à l'université, fait que j'ai côtoie plus souvent, parce que je m'occupe des horaires et tout pour la salle de muscu. Fait que comme on a des échanges sur la préparation physique, puis moi j'ai toujours dit, si tu me poses la question pourquoi on fait ce qu'on fait, puis qu'un préparateur physique, quelqu'un dit pose pas de questions, fais ce que je te dis, ben lève un flag, parce que moi si tu me poses la question, ça me fait plaisir de prendre du temps pour te l'expliquer. Ça se peut que je te dise, hey, entraîne-toi, c'est pas le temps là, mais comme on va prendre un temps après, si tu veux, mais on peut en parler. Il y a une structure en arrière, il y a des choses qu'on adapte. Puis pourquoi on fait de l'exercice? Ben, tel exercice, fonctionnellement, va t'aider pour ça. On va travailler tel groupe musculaire. Puis je dis souvent, l'entraînement pour des athlètes, j'entraîne pas nécessairement des groupes musculaires ou un muscle. J'entraîne des mouvements. Puis c'est là la différence. Tu t'entraînes un bodybuilder ou monsieur homme tout le monde, donc on va travailler ton ischio, on va travailler ton quad, mais le football, c'est pas ça. C'est un sport de mouvement. Ouais. Puis c'est un sport de changement de direction. Exact. Fait que, c'est ça. Fait que, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais comme je pense que ce qui me passionne, c'est de pouvoir permettre à l'athlète de progresser puis d'atteindre ses objectifs. Puis d'être meilleur dans son sport. Parce que moi, quand je vois un athlète, un stud sur le banc, parce qu'il est blessé, ça me... Puis ça me fait chier. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué de gérer toutes les histoires d'horreur? Puis, tu sais, mettons... c'est sûr qu'avantage le foot, c'est comme... Actuellement, les horaires, ça ressemble pas mal toutes les semaines, là, mais comme... C'est compliqué d'ajuster les horaires pour, mettons, la saison, d'arriver, OK, ben... Genre, tel type de training pour telle place, pour, mettons, telle semaine? Ben, en réalité, on est comme en 2 cycles. Là, qu'on a 3 cycles. On a la in-season. Quand l'horaire est seté au début de l'été, comme là, en ce moment, on est en train de finaliser l'horaire de l'automne, mettons. On a déjà des plages horaires, mais il faut s'adapter à Bishop parce qu'il y a Bishop et Champlain dans la même salle de muscu. Fait qu'il faut juste adapter les horaires. Une fois qu'on a le setup, c'était comme nous au début, en tout cas, on avait un horaire qui était planifié comme l'année passée, mais là, cette année, finalement, on va avoir un horaire qui va être un peu différent. Fait que là, ben, la deuxième journée, il va falloir que je planifie parce que finalement, nos entraînements vont être avant la pratique, pas après. Fait que là, ben, là, on va réajuster un peu le training. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est juste de s'adapter. Fait que ce que tu as fait, mettons, ce qui était bon une année, peut-être plus bon l'année d'après, puis c'est quoi notre réalité cette année-là, t'sais. Puis proche des playoffs, ben, on déload le système, on se réajuste. J'écoute aussi mes gars. C'est comment vous êtes... Des fois, on est fatigué, oui, OK, mais comme si je vois le non-verbal des gars, genre, ben, on va couper le volume, on va peut-être même switcher de training. Pas parce qu'il est planifié que c'est ce qu'on va faire. Ouais, aujourd'hui, c'est... On efface puis on fait d'autres choses. De t'adapter à... Exactement. Parce que, tu sais comment c'est, là, game 7 de la saison, là, ça se peut que tu sois banged up. T'sais. Effectivement. Puis, ben, si tu l'es, puis toute l'équipe l'est, ben, ça se peut qu'on fasse d'autres choses aujourd'hui. La piscine est-tu disponible? Ouais, ben, ça se peut qu'on aille dans la piscine. T'sais. C'est un maudit bon workout. Ça relâche un peu, là, ça fait du bien, là, la piscine, mais es-tu disponible? T'sais. Fait que c'est toujours un enjeu aussi de facilities, là, d'installation puis de possibilités, mais je pense que l'adaptation, c'est la clé, puis il n'y a pas une formule. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut mettre dans la structure. Tu fais pas un gros training de... Je parlais de faire de la force in season. Tu fais pas ça le jeudi quand tu joues le samedi. Tu vas faire ça en début de semaine, lundi, mardi. Mais exact. Après ça, si cette semaine-là, on peut pas, pour X raisons, c'est férié, ça va faire du travail la première semaine de septembre, puis on n'a pas de training le lundi, ben... On fait pas de training de force le mercredi quand on a une game le vendredi. Non, on va ajuster le workout, puis on adapte. Fait que c'est de même qu'on travaille. Là. Fait qu'il y a pas... Ça dépend. En kid, on dit beaucoup ça dépend. Ouais, c'est ça, ça dépend. Mais tu vois, en termes de... Pas de volume de charge, mettons, tu dis, on aime ça pousser lourd durant la saison. Moi, les gars CFL me disaient ça. Ils me disaient, nous, on arrive, là, puis on s'entraîne tout le temps. Là. Ils disent, tu sais, on est tout le temps dans le gym. Puis... First, quand t'es rendu là, c'est ta job. Mais comme, si tu veux être un athlète pour aller au prochain niveau ou juste vouloir t'améliorer en tant que personne, tu sais, aller au gym puis te pousser vraiment lourd, ça peut vraiment t'aider parce que, il disait, on le voyait, là, il dit, nous autres, on joue pro puis quand on arrivait vers la fin de saison, ben nous, on était capable de bien finir la fin de saison parce que justement, ben, tu sais, oui, on ajuste nos entraînements parce qu'on est en saison, mais...
sais, je parle, un lundi, on arrivait, puis on se poussait, on était les 3, man, on squattait, puis on squattait pour de vrai, tu sais, on faisait pas une plaque juste pour le fun de bouger. C'est ça, exact, tu sais, on s'entraînait pour de vrai, puis après ça, je trouvais ça le fun de se comparer avec les autres dans l'équipe qui s'entraînaient un peu moins ou qui prenaient ça un peu moins au sérieux, tu sais. Mais je pense que tu l'as nommé, tu as parlé de charge. Il y a une différence entre l'intensité, fait que lever des charges lourdes, puis le volume. Tu sais, je peux lever pendant 40 minutes lourd, pas pendant 2 heures, tu sais. Fait que ça, le 2 heures, c'est du volume. Lever une charge de 90% de mon... ou 87, mettons, 85-90% de mon max, 3 séries, c'est de l'intensité. Fait que je lève lourd, oui, mais je suis pas dans le gym longtemps. Tu sais, les gars sont pas plus qu'une heure dans le gym le lundi, puis jeudi, là, c'est mercredi cette année, mais comme, c'est pas long workout, là. Fait que, tu sais, on a de la mobilité puis tout à la fin, mais c'est là que, c'est ça, c'est jouer sur volume, intensité, qui sont 2 facteurs complètement différents. Puis en 2025, ce qu'on voit, puis ça vient pas de moi, là, mais ça vient d'un préparateur physique aux States, qui est une personne que, genre, je suis beaucoup, puis que j'ai déjà fait venir à Montréal, là, Bush Schneider, qui a été head coach NCA longtemps. Ah, nice. Head strength coach, mettons, là, dans une université longtemps. C'est-tu du overtraining ou c'est du under habit? Tu sais, si tu me dis que t'es brûlé, mais que tu dors 5 heures par nuit parce que tu games avec tes chums jusqu'à minuit, 1 heure, puis que tu as un training à 6 heures, c'est pas de l'overtraining. C'est you don't take care of yourself. Comme tu recovers pas comme du monde. Ton sommeil, c'est la clé. Là. Tu manges du McDo 2 fois par jour. C'est tout ça ensemble, c'est là où je dis toujours, c'est on passait tes habitudes de vie avant que tu te dises que c'était en overtraining. Parce qu'avant que tu tombes en overtraining, il y a bien des affaires qu'on peut corriger. Non, effectivement. Puis surtout, tu sais, dans des places comme le cégep, où est-ce que, tu sais, on s'entend qu'il y en a, là. Surtout quand, tu t'entraînes à 6 heures le matin, là, mais comment, parce que là, le temps file. Ouais, je viens de voir. Puis, comment que, j'aimerais ça qu'on prenne quand même le temps. Comment t'as fini par être propriétaire de Fonction Optimum? En fin de compte, comme je t'ai dit, Nicolas Roy, qui est l'ancien propriétaire, était à la salle de muscu. Je le côtoyais, je posais plein de questions parce que j'étais curieux. Quand j'ai arrêté de jouer au foot après ma 2e année, c'était le moment des stages. Fait que c'était parfait. Moi, je demande un stage à Nick. Puis à ce moment-là, Nick, t'es comme les joueurs de foot n'ont pas tant de dispo, tu sais, comme t'as pas tant un fan. Il était fan des joueurs de foot, mais comme la disponibilité qu'on avait était pas top pour ses besoins à lui. Puis là, son partner, il est comme non, mais je pense que ça peut être un bon. Puis il prenait jamais de T1. En fin de compte, dans Kin, on a des 3 stages à faire, T1, T2, T3. Ouais. Puis il est comme c'est rare qu'on prenne des T1, on prend plus des T2, T3, tu sais, parce qu'on a un peu plus d'expérience. Puis comme il faisait beaucoup d'athlètes, mais c'est une clientèle qui est un peu plus dans la pyramide, un peu plus haut, fait que c'est plus spécialisé. Mais comme j'avais la soif d'apprendre, genre. Fait que comme, finalement, ils m'ont donné ma chance. Puis, dans ce temps-là, en Kin, c'était rare qu'on pouvait faire 3 stages à la même place. Puis, il fallait que tu justifies pourquoi tu faisais 3 stages à la même place. Puis, il fallait que tu aies des tâches différentes parce que l'objectif des stages, c'était de voir des choses différentes pour voir qu'est-ce que tu vas le plus aimer. Fait que j'ai fait finalement mon T1, T2, T3 chez Fonction Optimum. En finissant l'université, je me suis proposé... j'étais quand même très actif dans le milieu de la préparation physique. Puis je venais de partir Optimum Éducation, qui est une compagnie de formation continue pour les professionnels de la santé. Puis là, on m'a proposé 2-3 jobs quand je suis sorti. Puis là, Nick est arrivé. En fin de compte, Dave, son copropriétaire à ce moment-là, était parti depuis 2 ans déjà. Puis Nick m'a proposé de devenir copropriétaire avec lui. Fait que là, je suis devenu copropriétaire avec Nick. Puis, tu sais, il faut comprendre que Fonction Optimum, dans ce temps-là, on s'occupait du volleyball au vert et or, on a déjà fait, dans mes premières années, on a déjà fait le vert et or et Bishop en préparation physique. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, le staff qui était sur le vert et or, puis le staff qui était sur Bishop, c'était du staff différent. Puis, nous, on parlait jamais des blessés d'un et l'autre. Parce que là, je me rappelle, c'était la dernière année que Bishop était dans la ligue, je pense. Puis on avait été voir tout le staff, la game à Bishop, vert et or, Bishop. Puis on s'est assis en plein milieu des estrades. On s'est dit, on prend pas de side. Exact, il y a pas de... fait qu'on a fait... c'est ça, fait que je suis devenu copropriétaire.
Puis un jour, Nick, en fin de compte, il était rendu vers des nouveaux défis. Fait qu'il me dit, ben Mike, j'aimerais ça te vendre la compagnie, les restes de mes parts. T'sais. Fait que là, c'est le même que je suis devenu copropriétaire il y a 9 ans. Mais la compagnie existe depuis 2006. Fait que on s'en va, 19e année qui va se compléter. Mais tu sais, c'est ça en 2000. Moi, c'est en 2014 qu'il m'a offert ses parts que je suis tombé propriétaire seul. Puis depuis ce temps-là, on a continué. Fait que c'est ça. C'est le même que je suis devenu propriétaire. Fait que j'ai fait mes stages. J'ai été employé, copropriétaire, propriétaire. Fait que j'ai comme fait monter mes échelons tranquillement. Là. Non, c'est cool. Mais tu sais, je pense que c'est quand même une bonne affaire sur le côté. Tu sais, je parle. Tu voulais être là. Fait que je pense que tu étais la meilleure personne pour reprendre l'entreprise, surtout quand tu as toujours été là. T'sais. Ça, puis une entreprise de service, parce que je me suis quand même posé des questions quand il m'a offert ses parts. T'sais. Parce qu'en réalité, Fonction Optimum, c'était Nicolas Roy. Il y a un logo, là, mais comme c'était Nicolas Roy. Mais comme j'avais été là depuis assez longtemps, puis le monde me connaissait que, oui, on a perdu 2-3 contrats qui voulaient travailler avec Nicolas Roy, mais il n'est plus préparateur physique. Fait que changé de milieu complètement. Mais quand même, ça a bien été. Mais quand tu repenses, tu te dis, si j'avais pas été aussi investi, t'ajoutes un nom, mais comme, c'est aussi, moi, j'ai encore la patte de la panthère que Nick, c'est lui qui m'a enseigné tout ce que, genre, la structure de ce qu'on a chez Fonction Optimum. Elle a évolué, mais comme la base, c'est lui qui me l'a montré. Fait que j'étais encore empreint de Fonction Optimum. Puis, l'été, on a un camp de préparation physique qui est quand même gros. Puis, j'ai 2 employés qui reviennent. J'en ai un qui travaille à l'extérieur de la ville, puis qui travaille chez Fonction Optimum dans les mêmes années que moi. Quand j'étais stagiaire, lui, il était employé là. Puis, c'est un joueur de foot aussi. Puis, Frank, il est comme, quand il revient, là, c'est comme s'il n'était jamais parti, genre. Puis il vient juste l'été, comme. Parce qu'on vient des mêmes bases. Fait que c'est quand même cool pour ça, genre, mais c'est ça. Fait que, c'est le même que je suis devenu propriétaire, puis comme Nick, on se côtoie encore parce que dans son milieu, j'ai besoin de lui dans ma business. Fait qu'on travaille encore ensemble, puis tu sais, on a des échanges à préparation physique, il s'entraîne toujours comme un fou, fait que comme on est encore dans le milieu, là, quand même cool. Très nice. Comme quoi, tu sais, chaque personne a son histoire. Genre, c'est vraiment cool d'entendre ça pour vrai, puis moi, je triple là-dessus, l'entrepreneuriat, puis tout ça, j'aime ça. Fait que, le fait que tu m'aies conté ça, j'aime ça. T'as entraîné plusieurs joueurs de haut niveau, de peu importe les sports. Là, je sais que t'as entraîné beaucoup de joueurs qui ont joué très haut niveau au hockey. Ouais. Football, ben là, t'as les programmes universitaires, t'as Champlain. Moi, j'ai envie de savoir, parce qu'en plus, tu nous as amené un programme que tu m'avais dit pour les joueurs. Mais avant de parler du programme, qu'est-ce que les grands joueurs que tu as entraînés faisaient de différent que, mettons, la majorité des athlètes? Bonne question. Dans le fait que j'en ai de tous les types. Là. Ouais. Je vais prendre l'exemple. Puis, j'ai comme 2 choses qui me viennent dans la tête en même temps. Là. Un exemple, c'est quand j'étais au Vert-et-Or, l'année qu'on était là, j'ai entraîné Goose. C'est-tu vrai? Ouais. Aïe. Fait que comme ça fait longtemps, j'étais jeune là, dans ce temps-là. Puis quand j'écoutais son entrevue, comme je me rappelle de Goose, en tout cas toute la gang de Fortier, c'était comme une clique de gars. Puis oui, ils sont encore bien chums, mais comme je me rappelle de ce moment-là. J'étais dans la vingtaine, moi aussi, j'étais pas bien vieux. Mais j'ai 2, mettons au hockey, j'ai 2 frères que j'entraîne. Les 2 jouent pro en Europe, là, dans des ligues différentes, mais un, c'est un talentueux qui aime jouer, c'est comme un enfant, tu sais, comme genre, il aime jouer, il aime avoir du fun, puis si le training n'était pas fun, il serait pas là. Puis c'est pas le plus grand fan de l'entraînement. Il sait qu'il faut qu'il s'entraîne pour son sport, mais il aime pas s'entraîner. Puis j'ai son frère, son grand frère, qui est un hard worker, un gars d'éthique. Tu sais, genre, l'entraînement, il aime ça, il en mange. Fait que deux personnalités complètement différentes. Mais je te dirais que dans les 2 cas, c'est le commitment. C'est qu'est-ce que tu décides de faire pour atteindre tes objectifs. Fait que souvent, c'est ce que je vais dire à mes athlètes. As-tu un objectif à court, moyen, long terme? Parce que le processus va être beaucoup plus facile si ta direction est claire. Puis dans leurs 2 cas, c'est ça.
Il y a deux personnalités complètement différentes. Leur relation avec l'entraînement complètement différente. Mais les deux ont un objectif clair. Les deux ont une direction. Puis un est défenseur, l'autre est attaqué. Mais c'est vraiment le commitment. Puis de faire les choses que tu as besoin de faire, pas les choses que ça te tente de faire. Puis je dis souvent à mes athlètes, tantôt on parlait de ça avant, l'entourage. Tu étais la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais c'est aussi de regarder autour de toi. T'sais. Le monde avec qui tu te tiens ou le monde proche de toi. Ils ont-tu les mêmes objectifs que toi ou ils comprennent-tu tes objectifs? Parce que tu l'as vécu. Tu as joué au foot. Ton chum qui joue plus au foot puis qui est comme, hey, tu sors-tu nous autres vendredi? T'sais? Je suis comme, non, mais je peux pas. On a une game en fin de semaine, c'est important. Ah, come on, là. Puis des commentaires genre, t'es plate, tu sors jamais. Mais comme, quand tu as une direction, quand tu as des objectifs, puis que le monde autour de toi a aussi des objectifs, pas nécessairement les mêmes, mais qui veulent progresser, fait que tout le monde se tire vers le haut. Ben, ton entourage, si c'est des personnes positives qui ont les objectifs aussi, ben, tout le monde se pousse à grandir. T'sais. Fait que c'est un peu là où le commitment, puis l'engagement commitment, envers tes objectifs, je pense que c'est la clé. Puis tous les athlètes qui vont progresser au prochain niveau, l'histoire est Goose, là, il y a un objectif, là. C'est clair. Là. Ben, il fait le travail pour. Quand tu joues pour le fun de fun, ben, tu sais pas trop tu t'en vas où. Tu peux avoir du plaisir, tu avoir du processus, c'est pas ça le point. Mais c'est comme, c'est quoi ton objectif? T'sais. C'est où tu vas aller? C'est quoi ta vision? Ouais. C'est où tu vas aller? Une fois que tu l'as, bon, amusons-nous. T'sais. Exactement. Puis comment je peux faire pour t'aider, moi, en tant que préparateur physique? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui est... J'ai des athlètes qui s'entraînent 3 fois semaine l'été, mettons. Ils font 2 courses. Il y en a qui s'entraînent 4 fois semaine, 2 courses. Il y en a qui font 4 muscu, pas de course. Fait que c'est quoi tes objectifs? Puis c'est quoi ton contexte? Puis moi, en fonction de ton contexte puis des objectifs, ben, je vais te donner la meilleure recette possible que je crois qui est la meilleure pour t'aider dans ton contexte. T'sais, on parlait du plan d'entraînement, tantôt j'ai préparé. J'ai préparé quelque chose qui est général, qui est in-season, 2 fois semaine, parce que bon, mais si t'es redshirt, on va te mettre une 3e séance. Mais si t'es un joueur qui joue toutes les reps à l'offense, on va peut-être en mettre juste 2. T'sais. Parce que l'accumulation de la charge, la semaine 1 et 2, tu peux en prendre 3 trainings, tu vas être good. Là. À la semaine 4, 5, 6, tu vas peut-être être banged up, tu vas être comme, faut m'en prendre juste 2. Non, on va commencer avec 2. Puis on va faire du travail auxiliaire si on a besoin, puis on va gérer. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est quoi l'objectif? C'est quoi ton contexte? Parce qu'il n'y a pas personne qui a le même contexte. Puis on parlait de mes gars pro tantôt, tu disais ça. Les 2 frères, là. Ouais. Le plus vieux des 2, il est rendu papa. Oh. Est-ce que tu penses que son contexte est rendu le même que le même gars, pas papa? C'est sûr que ça tout a changé. Là. Et il est arrivé à l'été, puis il était comme, les mêmes workouts, mettons le même volume de workout, j'ai de la misère à les rentrer cette année. Je suis comme, ben, il va falloir qu'on jase puis qu'on fasse comme, OK, mais comme, ta réalité n'est plus la même, tu sais. Même si c'est pas toi qui se réveille la nuit pour s'occuper du petit, ben, t'as un enfant, là. Tu vas vouloir en profiter, tu veux être un bon père, je sais que t'es un bon père, fait comme t'es là, t'es présent, mais ça demande ça demande du temps, ça crée de la fatigue que t'avais pas quand tu te concentrais que sur ton training pour être prêt pour la saison, tu sais. Fait qu'on a changé son contexte, on a changé sa manière de s'entraîner, on a changé plein d'affaires. Mais ils arrivent, là, ils sont partis, mes gars européens, l'un qui est parti en fin de semaine passée, un des 2 frères, puis l'autre, il part en fin de semaine, t'sais. Mais comme, il est aussi prêt que l'année passée, juste qu'on est complètement pas le même genre de training, pas le même, tu sais, c'est différent. Puis c'est là où un préparateur physique, c'est ça que je trouve beau de notre travail, c'est quand tu t'adaptes au contexte de l'athlète, puis tu lui permets d'atteindre ses objectifs en respectant ses réalités, ben, c'est cool, là. On n'a pas la chance de faire ça tout le temps, là. En voulant dire, comme avec les équipes sportives, 90 gars, un programme d'entraînement, ça se peut que le volume soit trop élevé pour un, puis trop bas pour l'autre, ou il y en a qui trouvent ça trop facile. Fait que, tu sais, souvent, les athlètes qui s'entraînent avec nous dans l'année, dans une équipe sportive, puis qu'après ça, mettons une équipe de foot, puis qui viennent s'entraîner avec nous l'été, sont comme même préparateurs physiques, game changer, c'est pas la même chose. Ils sont comme, mais pourquoi? Je dis, ben, c'est simple. L'été, ton plan d'entraînement il est monté pour toi, ton contexte, tes objectifs et tes limitations. Ouais, je comprends. Dans l'année, le programme est fait pour un joueur de foot, in-season ou off-season. Ouais. Tu sais, c'est 2
Il y a 90 gars dans le gym. C'est ça. C'est un peu plus général. Qu'est-ce qui pourrait répondre au sport, mettons, pour... Puis aux premières années ou aux troisième année. Exact. Puis tu sais, à Bishop, on a des gars de l'Ontario, ils ont 17 ans. J'ai des gars qui arrivent du cégep, qui sont 5e année à l'université, fait qu'ils ont 24, 25 ans. Il y a 7 ans de différence entre mes deux gars, là. Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Fait à Bishop, on a 3 programmes par mésocycle. Fait que nous, on appelle ça Purple, Silver, White. White, c'est genre t'es beginner, t'es vraiment jamais entraîné, t'arrives du high school. Puis Purple, c'est genre t'écris tous tes poids, tes charges. Puis le Silver, c'est entre les deux. Fait que Purple, là, si t'écris pas tes charges, tu prends pas soin de toi, je te descends sur Silver. Là. Genre Purple, c'est des méthodes avancées, des gars avec de l'expérience qui ont un 4-5 ans de background dans le gym. Puis après ça, on a Silver, puis on a White. Fait que à Béchon, on a cette capacité-là de pouvoir faire 3 programmes par mésocycle qui répondent aux besoins des athlètes. Puis avec la nouvelle salle qu'on a, ben là, on a 14 cages à squat au lieu d'en avoir 4 comme dans ton temps. Fait que c'est ça. Très cool. Parlons-en du training, si tu l'as avec toi. Oui, j'ai rapidement. J'en ai... En fin de compte, juste que je me fasse un petit rappel. Une des premières choses qui n'est pas dans le training, mais qui est important in season, puis là, c'est au coach de le faire ou de le faire par toi-même à l'extérieur, mais c'était de... je nous ai fait ça... Parce que tu m'es arrivé sur le fly avec ça. Hein? Fait que, je suis vraiment arrivé sur le fly. C'était vraiment dernière minute. Mais merci d'avoir préparé ça. C'est cool. C'est ça. Fait que des choses qu'il faut travailler, mettons, in season, j'ai toujours le maintien de la vitesse. On en a parlé tantôt. Hein, si on ne travaille pas toutes les semaines, on la perd. Fait que, je dis toujours, rentre 4 sprints de 15 verges. Fait que je demande au coach si on est capable de le rentrer. Des fois, c'est plus compliqué. Fait qu'il y a des athlètes qui le font par eux-mêmes. Puis ça leur permet de maintenir cette vitesse-là pendant l'année. Parce que c'est la qualité qu'on perd le plus vite. C'est une qualité qu'on travaille fort dessus, en plus. C'est la seule qu'on peut perdre le plus rapidement. Tandis que la force et la masse musculaire, ben, la force, ça prend plus de temps à perdre. Puis ça se rattrape. Ben, ça se rattrape. Tu peux pas rattraper, là, mais comme si tu n'as pas de force pendant 2 semaines, tu ne seras pas moins fort en revenant. Mais de la vitesse, si tu n'en fais pas pendant toutes les semaines, après 1 mois, tu vas voir que tu coupes à la même vitesse. Là. Exact. Je pense que le meilleur exemple que je peux te donner, c'est comme, moi, ça fait, mettons, 2 ans que j'ai fini le foot, mais ça va se faire 3, là, mais depuis que j'ai arrêté le foot, ben, c'est quand que j'ai vraiment sprinté. C'est quand que j'ai vraiment... Oui, j'ai déjà recouru de même, mais comment sprinter? Vraiment pas. En tout cas, ça, c'est un peu plus relié à quand on vieillit. Les gens bougent de moins en moins, mais je m'entraîne encore 3-4 fois semaine, mais je cours plus. C'est ça. Tu fais plus le même genre de workout. C'est ça, exact. La vitesse, ça se travaille dans le gym. Il y a des mouvements qu'on fait. Puis un de nos mouvements, parce que je sais que tu l'as posé à Goose, puis le clean, nous, c'est un mouvement que tous nos athlètes font. Puis si t'arrives, t'as pas fait de clean, ben on va pratiquer ta technique. Là, Nous, dans nos tests de début d'année, on évalue ta technique de clean. Fait que c'est on demande un 1 rep max au clean, mais comme on va... Si tu n'as jamais fait, fais-moi de la technique. Montre-moi ce que tu es capable de me donner. Si tu n'en as jamais fait, on va scratcher, puis à la fin pendant l'année, l'off-season, on va te coacher, puis dans la première section de ton arrivée, mettons, à l'automne, si tu arrives à l'automne, ben, on va faire d'autres mouvements de triple extension. Parce que la triple extension au football, c'est important. Fait que le clean, c'en est un. Fait que, tu vois, mettons, programme in-season simple là, que j'ai sorti, qui est quand même cool. La première session est en début de semaine. Fait qu'il y a toujours précis en début de semaine. En premier, on fait le A ou le premier exercice, un hang clean ou un jump squat. Triple extension, 3 séries de 5. Fait que 3 séries de 5 répétitions. Il faut prendre des temps de pause. Fait que souvent, je vois des gars aller vite, là, prendre 60 secondes. Ben, t'as pas assez de temps de pause. Prends 2 minutes. T'sais. Puis la vitesse puis de la force, c'est par le système nerveux. Puis le système nerveux, je dis toujours qu'il est lâche. Fait comme il a besoin de pause. Fait que je dis toujours, un marathonien, ça n'arrête jamais. Un sprinteur, ça sprint 100 mètres, ça prend 10 minutes de pause. Ouais, c'est ça. Mais pour répéter le même effort, il a besoin de ces pauses-là. Fait qu'après ça, c'est hang clean en premier. Après ça, back squat ou front squat. Moi, j'aime bien le front squat. Plus belle posture, mais encore une fois, bon, le back squat, tu peux charger plus lourd. Ça dépend vraiment des athlètes. Fait que souvent, on va donner l'option. Ils peuvent choisir. Back squat, front squat, selon qui sont confortables, puis selon la longueur des segments. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais on partira pas de là. 3 séries de 5, 2 minutes de pause. On est in-season, fait qu'on peut tirer jusqu'à 3 minutes. Le volume est plus petit, fait qu'on utilise l'heure au complet, mais comme le volume est vraiment moins élevé dans l'heure. Après ça, j'ai mis une combinaison d'exercices. Leg curl sur ma chaîne. Leg curl, 2 jambes, 1 jambe. Fait que travailler l'excentrique à 1 jambe avec une charge que tu as levée à 2 pour travailler l'ischio-jambier, parce que l'ischio, c'est ton muscle
je dis un muscle décélérateur, mais quand tu es stabilisateur, fait que quand tu sprintes, il te stabilise. Puis quand tu décélères de manière brusque, ben, c'est lui qui prend le coup lors du freinage. Fait que c'est important de le travailler in season. Mise en combinaison avec un bench press, un mouvement standard du haut de corps qui travaille une section importante pour un joueur de foot. Encore en force, fait que la première section, on est vraiment là en coup de 5. Ouais. Puis comme on a un auditoire de tout âge, fait que tu as des plus jeunes, 5 reps, il y a moins de risque de blessure que 3-2 ou 1 rep. Très rare que je vais à 1 ou 2 reps pendant la saison. 3 reps, je peux y aller avec des gars plus expérimentés. Fait que mettons, fait que leg curl, monter à 2 jambes, on redescend en 1 en superset avec un bench press. On fait 3 séries de chaque, 5 répétitions chacun. On prend 2 minutes de pause. Puis après ça, D1, des chin-up, mouvement de haut de corps, travail complet pour notre dos. On en fait 2 séries de 5. Fait que tu vois, j'ai coupé le volume, on fait juste... On tombe dans l'auxiliaire avec des adducteurs. Pour les adducteurs, mais c'est les muscles à l'intérieur de nos cuisses. Avec un ballon suisse, là, hyper simple. Tu squeezes le ballon, tu tiens 2 secondes, tu relâches. Tu as déjà fait ça à Champlain. Puis on travaille les angles. Pourquoi les angles? 90 degrés, 130, 180. 6 reps de chaque. Puis la raison, c'est que une des sections où tu as beaucoup de muscles, c'est les adducteurs, tu en as 5. Fait que tu peux avoir mal dans la laine. J'ai entendu dire j'ai mal dans la laine, j'ai mal dans la laine. T'as mal à l'intérieur de la cuisse, t'as mal dans le hip flexor, genre qui est dans l'avant. Ah non, à l'intérieur là, ok, parfait, puis t'as mal où, tu sais. Parce que c'est pas le même. Fait qu'on renforce dans les 3 angles. Puis après ça, on finit avec un exercice d'abdos. La planche sur ballon suisse. Pourquoi sur ballon suisse? En fin de compte, l'angle du dos est toujours plus parallèle, tu as un meilleur contrôle, puis tu peux augmenter la difficulté selon un gros groupe plus facilement. Parce que si tu avances tes coudes, c'est plus dur. Si tes coudes sont en dessous de tes épaules, c'est plus simple. Fait que ça, c'est notre première séance, mettons. In-season Full body. full body tout le temps. Surtout in-season, tout le temps. Parce que je ne veux pas rentrer 3-4 séances. Puis je vais travailler sur ce que j'ai besoin de travailler. Exact. Très fort. Fait que mettons, ça sera un lundi, ça. Ou un mardi, selon tes capacités, ou ton recovery de ta game, si tu joues vendredi, samedi. Puis jour 2, j'appelle toujours ça -1, -2. Fait que off game day, mettons. Fait que t'es une journée ou 2 avant le game day. Parce que, mettons, à l'Enoch, on joue le vendredi, des fois le samedi. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pas toujours la même journée. À Bishop aussi, on n'a pas toujours les mêmes. C'est souvent le samedi, mais des fois, on joue le vendredi soir. Fait que, comme, ben, ça change un peu l'horaire, là. Là, on tombe dans le explosif pour stimuler le système nerveux, mais vraiment léger. Fait que 2 séries de 5, mettons, trap bar explosif avec une élastique en dessous des pieds. Fait que t'as pas si lourd, mais le but, c'est de déplacer la barre rapidement avec un box jump. Fait que juste sauter sur une boîte, puis encore une fois, tu peux faire un saut vertical. Puis on fait pas 50 reps, là. On fait 3 reps. Tu sautes le plus haut possible. L'intention, c'est de la hauteur. Puis sur un box jump, je vois toujours des grenouilles là, sur Instagram. Là. Fait que monter sur la boîte la plus haute possible avec les genoux le plus haut possible du front, mettons. Là. Moi, je dis toujours, ce que je veux, c'est tes hanches le plus haut possible. L'intention de hauteur. Parce que si tu sautes sur une boîte qui est haute de même, puis tes hanches sont là, puis l'autre, il saute sur une boîte haute comme ça, mais ses hanches sont là, vous allez sauter à la même hauteur. Là. Ouais, c'est ça. Le vertical est la même chose. Il est juste plus impressionnant parce que l'autre, la boîte est plus haute. Fait que Instagram, nice, mais le résultat, le même. Fait que diminuons le risque de blessure parce que les box jump, on peut avoir tout plein d'histoires. Fait que box jump ou saut vertical, 2 séries de 3 en superset avec le trap bar. Fait qu'on fait un mouvement explosif avec une charge, puis on fait un body weight movement en pliométrie où on va exploser. Puis après ça, pour le haut du corps, j'ai un push-up clap. Fait qu'un mouvement d'explosion du haut de corps, 2 séries de 5 en superset avec un autre mouvement explosif du haut de corps qui est une traction horizontale. Fait que 2 séries de 5 là. Fait que mettons 5 wide, 5 close, fait qu'on change. On prend 2 minutes de pause. Fait qu'on stimule le système nerveux, on prépare le système nerveux à l'effort du jour d'après. Fait que souvent one day before. Puis après ça, un petit polyquin step-up qui est un exercice de prévention de blessure ou de d'équilibre structurel pour renforcer le vaste interne, qui est un des muscles de ton quad, qui est à l'intérieur, puis qui est proche du genou. Fait que tu sais, les changements de direction, ton genou rentre par en dedans. Fait que ton vaste interne a besoin d'être un peu plus fort. Le quad a besoin d'être fort, mais le vaste interne, tu sais, le muscle du cycliste, là. Tu sais, le muscle le plus gros, là, du cycliste, là, ben, ça, c'est le vaste interne. C'est vrai? Ouais, ben, les cyclistes, par rapport à leur position sur leur vélo, le vaste interne est souvent très développé. Ah, ouais. Fait
Fait qu'ils ont juste ça d'avoir des grosses cuisses. Parce que mais tu sais, ils ont un gros quad, ils sont forts, mais le vaste interne, on dirait, tu sais, la bosse là, que tu vois à l'intérieur du genou, là, ça, c'est le vaste interne. Ah oui, ok. Ouais, fait que c'est une section du quad, maintenant. Puis après ça, bon, activation du moyen fessier. Malheureusement, il faut comprendre que nos étudiants athlètes sont des étudiants. Fait qu'ils sont assis. Puis là, ben, quand ils sont assis, ben, en fin de compte, de plus en plus, on voit petit moyen fessier moins actif. Puis pour les changements de direction, puis la stabilité, hyper important. Fait qu'on le met en auxiliaire, en exercice auxiliaire pour activer le moyen fessier. Rien qui va te fatiguer pour la game du lendemain ou 2 jours après, mais qui va te permettre de l'activer puis de t'aider à prévenir des blessures. Puis après ça, bon, prone Y, prone T, là, c'est un banc, tu as déjà fait ça, là, colle les omoplates, on monte pour venir renforcer les muscles, en fin de compte, du dos, qui sont des muscles qui viennent aider à la stabilisation aussi, là. Puis bon, un side plank, un exercice d'abdos. C'est tous des exercices bien simples, là, de même, mais ça te donne 2 sessions qui sont pas très longues. La deuxième journée, c'est 2 sets partout. Là, avec 35 minutes, t'es parti. Non, exact, c'est ça. Mais le but, c'est de stimuler ton système nerveux, tu l'as activé, tu as fait de la prévention de blessures. Fait que tu as travaillé des petits muscles qui vont te permettre de stabiliser des articulations, quoi que ce soit, le lendemain ou 2 jours après pour la game. Puis le corps, pour moi, c'est une clé de travailler différentes sections du corps à toutes les séances, parce que je crois pas... Tu sais, des fois, on dit toujours, quand tu fais le back squat, tu travailles ton corps. C'est vrai si tu l'engages. Ouais, c'est ça. C'est combien qu'il l'engage, ça? Fait que c'est un peu là où de l'activer, ben, en fin de compte, d'en faire, puis c'est pas 8000 séries d'abdos, là, c'est 2 séries. Là. Fait que ça, c'est un 2 jours, classique in season. Tu rajoutes 4 sprints à quelque part d'autre dans la semaine, en début de semaine, entre le lundi puis le mercredi, pour maintenir tes acquis de vitesse, puis t'es good pour maintenir tes acquis. Parce que in season, si tu dresses, le but, c'est de maintenir, pas genre de détruire tes PR du mois d'avril. Là. Fait que, tu sais, il faut comprendre on est où. Puis là, dans off-season, tu me parlais un peu, là, ça aurait été long, mais off-season, je fais souvent ça selon le contexte. Fait que, mettons, à Champlain, on fait 3 supervisés, mettons, puis la 4e par eux-mêmes. Fait que la 4e, pas supervisée, ben c'est mouvement plus de base. On met des vidéos, tout, mais c'est plus de base. À Bishop, c'est 4 fois supervisé. Plus 3 courses. T'sais. Fait que là, tout est encadré. Fait qu'à ce moment-là, ben, la planification est différente un peu. Mais au début, de janvier à avril, ça progresse. Là. On fait pas la même chose en janvier qu'en avril. Effectivement. Mais dans le off-season, c'est important que tu travailles le hinge movement, là, fait que le triple extension. C'est important que tu renforces tes ischio-jambiers. Puis les ischios, on peut en parler, mais j'appelle ça le cadran. Fait que chaîne ouverte, chaîne fermée, flexion, extension. Fait que l'ischio ne travaille pas juste dans une manière. Fait que c'est de stimuler dans plusieurs manières. Puis de le préparer. J'ai toujours préparé à l'imprévu, parce que le football, c'est de l'imprévu. Fait que c'est un peu ça. Fait que pour le foot, on part au début de l'hiver. Si on voit qu'une planification linéaire, là, c'est genre, selon encore une fois, on a-tu fait longtemps dans les playoffs ou non? On fait remise en forme avant Noël si on n'a pas été là longtemps. Sinon, on passe en janvier. Après ça, c'est sous-maximal. Fait que de l'hypertrophie, force sous-maximale, force max, puissance, vitesse. Fait que 5 cycles, nous on change aux 3 semaines. Ça nous donne 15 semaines. 15 semaines, c'est le temps d'une session. On arrive au camp. Quand le camp finit, on repart pour l'été. Puis l'été, je dis toujours à mes athlètes, c'était la chance. On fournit un plan d'entraînement à Bishop, à Champlain. Avec Max, on a toujours cette mentalité-là, puis je crois encore. Ben, on veut un préparateur physique. T'sais. Parce que l'été, c'est le temps de travailler sur toi. L'hiver, c'est le temps de travailler pour l'équipe. Fait que comme grind avec l'équipe tout l'hiver. Puis l'été, c'était avec 2-3 teammates dans ton coin de pays, tant mieux, mettons. Mais si t'en as pas un, ben, trouve-toi un préparateur physique qui va te pousser à répondre à tes besoins, à tes objectifs qui sont précis à toi. C'est le temps de le faire, genre. Mais pendant l'hiver, c'est pas ce temps-là. Pendant l'hiver, c'est le temps de travailler, à grinder en équipe et à te permettre de lever des charges lourdes à cause que ton teammate t'a poussé aussi. Puis dans l'été, on travaille sur d'autres choses. Fait que, c'est ça. T'as-tu d'autres questions? Parce que le programme, on aurait pu en parler longtemps. Là, mais... Effectivement. Non, mais c'est vraiment cool que tu t'aies préparé ça. Sérieusement, c'est très sharp. Merci, Mike, d'avoir préparé ça. Le petit
le petit plan, de l'avoir partagé surtout. Sponsor par Fonction Optimum, tant qu'à être là. Mais sérieusement, non, for real, c'est vraiment smart. Merci, Mike, d'avoir pris le temps de venir sur le podcast, de partager ton histoire, ton expérience, tu sais, un peu de coaching côté leadership qu'on a parlé au début, mais sinon aussi de l'entraînement. Puis comment tu as vécu ça? Encore une fois, tout le temps, un plaisir. Merci, sérieusement. Ouais. Ben, merci à toi parce que c'était vraiment le fun. Puis en plus de ça, continue ton bon travail parce que pour vrai, le monde que t'emmènes, du monde de qualité. Merci, man. J'apprécie, sérieusement.